Chers amis, je vais vous faire lecture d'un de mes livres, enfin un petit passage on va dire, qui s'intitule Yentl le survivant. Cher ami lecteur, je vous invite à la lecture de Yentl le survivant convaincu. Qu'en préambule ce conte vous paraîtra à sa première lecture un peu comme une simple saga, comme une petite historiette banale. Or il n'en est rien. Comme l'hébreu, il se lira de droite à gauche, comme les cantiques de David avec, et ce sans prétention, un peu de poésie. Mais il va au-delà du simple récit, au-delà du pshat, du simple fait. Il vous convie cette fois à la lecture de chaque mot, chaque virgule, voire chaque point pour y lire au travers. Il vous offre ce message universel. Un tantinet idéaliste, un peu utopiste certes, mais remis avec toute ma générosité, ma foi, voire mon âme. Car il est l'histoire de l'homme qui oublie bien trop souvent que la vie est non seulement courte, mais qu'ici-bas, il n'y sera que de passage. Alors pour embellir ce chemin où bien souvent on se cognera à différentes embûches, quoi de plus bénéfique que l'expérience des autres. Et au fil des pages, j'ose espérer que ma propre expérience vous ouvrira la connaissance sur vous-même petit à petit. La sagesse acquise, vous saisirez vos origines et celles de vos mots, et là enfin apaisée, vous réagirez, et ce dans un calme magique, à cette petite fleur, laquelle aura enfin pris toute sa valeur. Il est l'histoire d'une famille, qui peut être la vôtre, avec ses rires et ses pleurs, la vie d'un peuple qui se doit depuis la nuit des temps de mettre l'accent sur sa différence, sans oublier que sa vocation première et périlleuse est celle de construire la paix vers un monde meilleur. L'histoire de la vie, de la mort, de la réincarnation, dorénavant la vôtre, avec pour simple mot d'ordre qu'il ne peut y avoir d'histoire sans mémoire. Rachel Chawat. Chapitre 1. Moshe et Anna. Nous sommes le 13 avril 1939. Il fait beau comme jamais. Ils se sont donné rendez-vous là, dans ce petit café. Loin de savoir que ce jour marquerait à jamais leur existence, mais aussi celle de tant d'autres personnes qui croiseront leur chemin. Lui est beau élancé, d'une grande élégance. Son air est un tantinet fier. Son costume lui sied à merveille. Mais comme à l'habitude, un petit détail indique son côté un tant soit peu débraillé. Un bouton manque en effet à son veston. On l'appelle Moshe. Il tient ce prénom hébreu de ses amis étudiants à la faculté de droit. Il est né Moïse. Il a bientôt 30 ans. Il s'appelle Moïse Lévy. Ses parents originaires de Pologne sont venus s'installer à Paris pour que le petit apprenne la langue, car le yiddish est la langue usuelle que l'on pratique chez les Lévy. Ils ignoraient qu'il serait cet érudit qu'ici chacun consulte pour un mariage, un divorce, une affaire. Maître Moïse Lévy, ce notable parisien que tous saluent avec tant de respect aujourd'hui, ils ignoraient tant de choses à son sujet. La jeune femme qui l'attend, elle le connaissait comme personne. Anna, née Goldschmidt, est là debout devant lui. Elle s'approche, tendrement lui caresse la joie, elle l'aime. Cela se voit dans toute cette attention qu'elle lui porte tendrement, lui passe la main dans les cheveux, replace son couvre-chef qui lui sert de calotte. Elle boit son regard avec délice dès qu'il la salue. Ce doux accent yiddish la fait frémir de joie, car elle aime tout en cet homme, sa grande carrure qui le sécurise, son timbre de voix, son allure, sa petite fossette juste posée là, sous le menton. Le bleu azur de ses yeux, sa taille grande, musclée et fine, et même son côté fragile. Peut-être est-ce tout simplement ça. Ce côté enfant qui lui va si bien quand elle lui tend les mains et qu'elle apprécie par-dessus tout. Il semble heureux de se retrouver ce jour. En effet, un événement de taille se profile. Ils fêtent leur anniversaire de rencontre. Cela fera bientôt 2 ans qu'ils s'accompagnent chaque jour avec tant de respect, d'amour. Moshe commande son petit café, il apprécie serré, et Anna se suffira d'une bouteille d'eau. Ensemble, ils trinquent aux belles années qui s'offrent à eux, le début d'une vie si prometteuse, et pourtant, à cet instant, alors que tout est beau autour d'eux, que le soleil éclate de 1000 feux, une déflagration les secoue dans leur moment paisible. On vient de lancer les pierres sur le magasin de M. Schwab, le petit épicier du coin. « Yodan! Youpa !» Voilà ce que cette bande de jeunes vient de hurler soudain. Cet événement, malheureusement annonciateur des jours amers, les aura obligés à quitter ce petit café et désolé Yentl et Anna serrés l'un contre l'autre, rentrent chez eux au-dessus du cabinet, là au bout de la rue Voltaire. Moshe lit les journaux,
Il écoute la radio, dans son étude, il est brillant, mais surtout, au fond de lui, il sait ce qui attend la France. La guerre est pour bientôt. La vie sereine qu'il mène risque de changer du tout au tout. Il profite de cet instant pour enlacer sa femme et lui promettre à nouveau que rien ni personne ne les séparerait. Cet anniversaire sera le dernier avant de nombreuses années qu'ils vivront dans la paix. Moshe, lui seul le sait, et l'air triste qu'emprunte Anna vient d'ici le confirmer. La guerre sera rude, ils sont juifs. Et rien ne les épargnera. Brimades, faim, train de la mort, chaque jour de cette triste guerre marquera au fer rouge leur souffrance. Un tatouage à chacun de leurs bras, mais malgré cela, leur judaïcité, jamais ils ne l'auront oublié. Ils sont assis là, à la table du Shabbat, vieillis et usés par ces dures années, mais néanmoins ensemble. Moshe entonne le kidouche. La prière du Shabbat, il sanctifie la table qu'Anna a préparée, seul un quignon de pain, un peu de vin, un petit bout de poisson pour honorer la fête. Oh, les lendemains de guerre sont en effet très durs. Vaïshameu. Il remercie Dieu d'exister et de célébrer comme à chaque semaine ce moment solennel et cette lancinante question: pourquoi sommes-nous vivants quand si